Le bus s'arrête devant le lycée Clearview comme une respiration qu'on retient. La porte s'ouvre avec un soupir métallique. Maya descend la première marche, ses mains serrant les bretelles du sac à dos. L'air d'automne mord les joues. Elle est la première chose que regardent plusieurs visages. Puis la plupart se détournent, comme si regarder de trop près conférait un droit qu'ils préfèrent éviter. Elle est la fille noire qui vient d'arriver. Elle est aussi la fille adoptive d'une star de cinéma. Deux étiquettes qui tombent sur elle avant qu'on ait entendu sa voix. Le lycée s'étire en lignes de béton et de verre, une ville miniature où tout se joue en regard et en trajets repérés. Dans la cour, des groupes se forment et se séparent comme des continents qui ne se croisent jamais vraiment. Brice Carter est au centre d'une petite planète. Sourire commandant, épaules larges, sourire d'un jeune homme habitué à manier l'espace comme un trophée. Il ne parle pas beaucoup. Il n'a pas besoin de parler. Ses amis rient à l'avance. Ils ont appris les codes. Choisir une victime, l'éloigner, la maintenir sur le bord. Maraude silencieuse. Petit geste. Une bousculade près des casiers. Un mot trop bas mais entendu quand la lumière passe. Maya sait marcher sans demander d'espace. Habite le retrait comme on apprend une langue. Elle est calme parce que la colère n'est pas utile dans l'instant. Elle est calculée parce que la survie du quotidien demande des stratégies minuscules et précises. Elle n'est pas naïve. Elle sent les regards, les évaluations rapides, le poids du cénacle social. Sa peau est la première chose que certains jugent, son accent, son silence. Mais quand on la regarde vraiment, il y a une force tranquille qui ne cherche pas la pitié. Le premier jour, c'est une succession de petites choses. Un casier qui claque plus fort que nécessaire. Un fou rire qui explose quand elle baisse la tête pour l'ouvrir. Un stylo qui roule du pupitre et un bras qui le pousse hors de portée. Le bois de la salle de classe a l'écho de ces micro-agressions. Elles sont minuscules, mais elles s'accumulent, comme la pluie qui finit par creuser la pierre. Dans la cantine, la table des populaires est une barrière de rires et de couverts. Ils bougent en bloc comme un seul corps qui se reconnaît. Brice dirige le ballet des regards. Il se retourne, et tout l'espace autour de lui se tend ou se détend selon sa volonté. Sa voix peut être douce, sa voix peut être un scalp. Ce qui compte, c'est qu'il décide qui restera debout et qui reculera. Quand Maya s'assoit à une table isolée, on lui jette de petits signaux. Des hashtags glissés dans une conversation, une phrase chuchotée assez fort pour voyager jusqu'à elle. Ils testent son équilibre. Ils veulent savoir si elle tombera. Elle ne tombe pas. Elle ne le montre pas. Elle avale les mots et organise ses soupirs. À la fin de la journée, elle trace son chemin jusqu'à l'arrêt de bus, sous des regards qui ressemblent à des jugements silencieux. Un garçon dans un coin regarde longuement la photographie sur son téléphone, puis la range d'un mouvement sec quand elle passe. Cela devient une habitude. Passer. Ne pas s'arrêter. Ramasser les miettes de dignité laissées par d'autres. Rester invisible, c'est une méthode à plusieurs niveaux. Maya a appris à parler le juste nécessaire pour ne pas attirer l'attention. Ses réponses sont brèves, exactes. Elle a appris à se tenir à la lisière des conversations, à écouter plutôt qu'à participer. Mais rester invisible ne protège pas toujours. Parfois, l'invisibilité exaspère ceux qui veulent dominer. Ils frappent plus fort. Confession de leur propre frustration. Ainsi commencent les escalades. Doucement, comme des fissures dans une peinture fraîche. Le premier vrai incident éclate un mardi pluvieux, quand le casier de Maya est retrouvé ouvert, ses livres étalés au sol, des feuilles parcourues d'insultes griffonnées en marge, pas trop explicites pour envoyer la police scolaire, assez pour humilier. Elle ne pleure pas à voix haute, elle ramasse ses affaires lentement, comme si chaque mouvement était une prière en silence. Brice passe dessous d'un sweat, lance un commentaire au groupe. « Tu sais comment on fait avec elle ?» dit-il, et le rire s'élargit. L'enseignante arrive trop tard. Les caméras du couloir, si elles existent, deviennent des témoins indifférents. On signale, on écrit sur un rapport, mais la vérité diffuse plus lentement que l'humiliation. Entre ces journées d'école et les nuits calmes de l'appartement de Maya, il existe une autre vérité, le foyer. Son père adoptif, Julian Moreau, n'est pas une légende sortie d'un magazine pour adolescents. Il est concret dans sa manière de prendre le thé,
dans la façon dont il plie les chemises. Il est une star de cinéma, mais cette appellation n'apporte pas de cap de héros instantané. Julian est arrivé dans la vie de Maya quand elle avait 5 ans. Il est arrivé sans fanfare dans un foyer devenu concret et chaleureux. Il a une voix célèbre quand il parle à des caméras, mais à la maison, sa voix est basse. Il sait écouter. Il sait écrire des notes sur des post-it qui deviennent des directions patientes. Respire, appelle si tu as besoin. La star est présente dans l'histoire de Maya comme une ombre protectrice, non comme une épée utilisée pour frapper. Il a veillé à ce qu'elle ait des livres, une chambre qui porte son nom en peinture, des dîners où l'on discute de la journée comme d'un rituel. Il voit la fatigue dans les yeux de sa fille quand elle se souvient du lycée. Il ne lui propose pas de résoudre le problème par la célébrité. Il croit à son autonomie. La force n'est pas dans l'éclat, dit-il parfois en préparant le café, mais dans la façon dont tu tiens ton espace. Il lui propose des stratégies, des mots, des certitudes qui viennent d'un âge où l'on apprend à se battre par l'intelligence plutôt que par le poing. Ce soir-là, après le casier vandalisé, Julian la regarde ramasser les livres, sa présence silencieuse comme un ancrage. Ils se parlent à voix basse. Aucun flash, aucun chauffeur qui débarque, juste 2 personnes qui se reconstituent. « Tu veux que je parle à la direction ?» demande-t-il. Maya secoue la tête. « Je préférerais qu'on trouve un moyen plus stable », répond-elle. Elle ne veut pas que sa vie soit réduite à la protection d'un homme célèbre. Elle ne veut pas que sa réputation devienne un bouclier qui efface sa compétence. Elle demande des conseils sur comment tenir, pas comment effacer les problèmes par une autorité extérieure. Julian acquiesce, comprend et ajuste son visage, retire le masque public pour laisser place à l'homme qui connaît la langue de la patience. La rumeur commence à couler, lente et visqueuse par messages passés de main en main. Elle est adoptée. Puis, sa mère ne s'en occupe pas. Puis, tu as vu? Son père est une star. Les mots glissent, se déforment. Les réseaux scolaires multiplient les murmures. On se retrouve à parler plus d'elle que d'elle-même. Elle sent la transformation. Dès que la vérité de sa filiation s'évase dans la cour, elle cesse d'être seulement Maya, pour devenir un signe. Certains la regardent avec admiration soudaine, d'autres avec suspicion renouvelée. Les alliances se réarrangent, non parce qu'elle a changé, mais parce que le jeu social s'aligne sur la valeur perçue. Le rapport de force est fragile. Brice, qui se nourrit d'un pouvoir basé sur la peur, se trouve dans une situation où sa main n'est plus aussi assurée. Il n'aime pas l'incertitude. Alors il accélère. Il doit remplir le vide par des gestes plus visibles, publiciser davantage ses attaques, forcer des rires, appeler plus fort la loyauté de ses amis. La violence devient plus bruyante, la peur se transforme en une urgence. Pour Maya, il n'était jamais question de faire de son adoption une arme. Elle l'a toujours vue comme un fait de sa vie, ni plus, ni moins. Mais lorsqu'on l'associe à une star, cette information se transforme en un outil qu'elle peut activer, lentement, sans la crudité d'une riposte instantanée. Elle sait qu'une révélation brutale pourrait la protéger. Oui, mais à quel prix? Le lycée la couvrirait d'un voile protecteur factice, la réduirait à une curiosité, et sa vie privée deviendrait un spectacle. Elle ne veut pas d'un rideau de paillettes. Elle veut que les choses changent par la logique des choix, pas par la peur induite d'autrui. Alors elle choisit la patience stratégique. Au lieu de riposter, elle joue une autre carte. L'indifférence calculée. Elle continue ses routines, fait ses devoirs, apprend à sourire sans donner d'occasion. Elle laisse les bulles de rumeurs éclore, observe qui se rapproche, qui recule, qui calcule l'avantage. Parfois la patience ressemble à une prière. Elle se tient droite, la tête haute, sans attente d'un miracle. Elle travaille sur la seule vérité dont elle a le contrôle, sa propre manière d'être. Il y a des soirs où la stratégie pèse plus lourd que l'obstination. Après une journée où Brice a renversé sa boisson sur sa chaise intentionnellement, elle rentre dans sa chambre comme si le monde n'avait pas été abîmé. Julian ne pose pas de questions insistantes. Il lui propose des solutions pratiques. On peut parler au conseiller, documenter les incidents, garder les captures des messages. Il propose une feuille de route. Maya fait oui, mais dans sa tête, elle élabore autre chose. Un plan social.
Pas une vengeance, mais une architecture de vérité. Une manière de rendre visible ce qui est habituellement caché derrière les rires en groupe. Les semaines passent. Brice accumule de petites victoires superficielles. Une autre humiliation. Un message moqueur rendu viral par un ami. Un hashtag qui s'incruste. Mais il commence à sentir quelque chose d'indéfinissable. Une fissure dans sa base. Les amis qui riaient commencent à hésiter. Un regard durement reçu. Un silence trop pesant. Parfois, il se surprend à vérifier son téléphone pendant les leçons, comme un capitaine qui scrute l'horizon pour une tempête qu'il sent approcher. La peur n'est pas encore visible. Elle se niche dans l'attente, dans la petite voix qui chuchote. Et si, cette fois, les règles changeaient? C'est pendant l'un de ces déjeuners que la première vraie secousse sociale survient. Maya est assise, tranquille, un plateau devant elle. Brice, pour accentuer la mise en scène, lance une remarque assez forte pour que plusieurs tournent la tête. Il veut qu'on voie qu'il est maître du moment. Mais un bruit sourd couvre la phrase. Un moteur puissant qui s'approche. La cour se couvre d'un bourdonnement. Les conversations se suspendent. Une voiture se gare, pas à la manière des parents pressés, mais avec la politesse imposée d'un objet important. Les portes se referment doucement. Puis un homme descend avec une démarche calme, presque décontractée. Il porte des lunettes de soleil, pas pour se cacher mais parce que c'est un accessoire à prix. Les regards glissent, rapides. L'homme sourit à moitié mais ce sourire porte déjà un poids. Il n'a pas à demander. Il sait. Le silence change d'épaisseur. Les rires des amis se figent. Brice décèle le changement d'air et comprend, dans un éclair, que quelque chose s'est déplacé. On a arrêté la temporalité habituelle. L'espace a une nouvelle mesure. Mais la star n'est pas un héros qui terrasse le tyran d'un geste. Il ne descend pas, ne serre pas la main de Maya en public comme un trophée. Il reste en retrait, observateur protecteur, un point d'ancrage discret mais présent. Maya ne l'invoque pas comme un bouclier. Ses gestes sont mesurés. Elle se lève, lui adresse un simple signe de tête. Il comprend, respecte, et reste un second plan. L'effet est intact. La présence d'un nom public redessine la carte sociale du lycée. Les alliances reprennent leur place. Les amis de Brice s'écartent, non par peur de lui, mais par un calcul nouveau. Qu'est-ce qui est avantageux désormais? Brice, pour la première fois, est surpris par quelque chose qu'il ne contrôle pas entièrement. Il cligne des yeux, cherche le renfort habituel dans le regard de son groupe, et trouve des visages qui hésitent à le regarder. La dynamique qu'il a bâtie, intimidation, certitude, se fissure devant le fait brut que Maya n'est plus seulement une cible sans voix. Les autres ne se ruent pas vers elle par loyauté, ils s'éloignent par prudence. Ce n'est pas une victoire de Maya, c'est une reconnaissance nue de la puissance que peut projeter un nom. La rumeur circule plus rapidement après cet épisode. « Tu as vu la voiture ? Il est venu la chercher. » Certains regardent Maya avec une admiration soudaine, d'autres avec une envie silencieuse. Elle remarque autant les deux choses, et ne s'en réjouit pas. Le pouvoir qui vient de l'extérieur est un cadeau empoisonné si on le laisse devenir l'histoire principale. Elle veut être plus que l'enfant d'une célébrité. Elle veut que l'on respecte son courage quotidien, pas l'éclat de son nom. Dans le casier de Brice, quelque chose commence à bouger aussi, mais à l'intérieur. Il sent que son territoire est contesté. Ses camarades ne se rangent plus aussi facilement derrière ses blagues. Ses mots ne déclenchent plus les rires d'autrefois. Ce qui le frustre le plus, c'est la perte de l'universalité de sa loi. Il constate qu'une influence externe peut le rendre visible d'abord aux yeux de ceux qui auparavant l'ignoraient. Il panique. La panique nourrit la précipitation. Une précipitation mène à des erreurs. Maya l'observe de loin. Elle ne cherche pas à jongler avec ses peurs. Elle laisse les incidents s'accumuler et attend que les contradictions se révèlent d'elles-mêmes. Sa stratégie n'exige pas une victoire nette aujourd'hui. Elle requiert du temps, de la patience et une capacité à regarder sans jubiler. Elle note ce que les gens disent, comment ils se tiennent, comment ils se détournent. Elle se met à collectionner des détails. Un message effacé, un rire trop bref, une invitation qui ne se concrétise pas. Ces éléments, quand ils seront rassemblés, dessineront une image qui travaillera pour elle plutôt que contre elle.
Il y a des soirs où elle s'endort avec le bruit distancié des rires dans la tête, un mélange de colère contenue et de satisfaction silencieuse. Elle sait que cela ne se résout pas par une annonce tonitruante. La vérité dans un lycée a un poids différent selon la manière dont on la présente. Elle choisit la mesure, la patience encore. La bonne manière de retourner la réalité n'est pas toujours triviale. Il faut la construire, poser les pierres une à une. Le lendemain, une conversation anonyme circule dans la messagerie de groupe de l'école. Un message piquant, destiné à provoquer Brice. Son contenu n'est pas illégal. Personne n'a piraté de compte privé. C'est une capture d'écran d'un commentaire blessant qu'il a laissé en privé, rendu public par un ami qui n'ose pas encore être identifié. Les rumeurs trouvent des portes. Elles s'immiscent, se faufilent plus loin que les rires. Brice réagit mal. Il tente d'éteindre l'incendie par l'ironie, puis par la colère, puis par la menace voilée. Mais quand la colère devient le ton principal, le masque tombe. Ceux qui l'adoraient voient soudain une forme plus humaine, moins héroïque. Maya observe cette transformation comme un scientifique enregistrant un phénomène. Sans jubilation, sans haine, juste une attention froide. Elle est la fille noire harcelée. Elle est la fille adoptive d'une star de cinéma. Mais surtout, elle est Maya. Elle se bat pour une autonomie qui n'utilise pas la célébrité comme bouclier. Elle veut que les gens se souviennent d'elle pour sa manière de tenir, pour sa dignité quotidienne, pour son silence qui n'est pas capitulation mais calcul. Et pourtant, la vie presse. La stratégie établie réclame des preuves, des mots clairs, des visages qui admettent leurs actes. On ne change pas un système de pouvoir en un claquement de doigts. On déplace des pierres, on élargit des fissures, on attend que la pression fasse son œuvre. Quand la voiture du parking a fait taire les rires, ce n'était qu'un mouvement. Le vrai travail commence maintenant. Rassembler, arguer, montrer sans humilier. Maya sent que la prochaine étape sera plus visible et qu'elle devra choisir encore. Rester dans l'ombre ou franchir le pas vers une exposition lumineuse et contrôlée. Si cette histoire vous parle, restez jusqu'au bout pour voir comment Maya, sans rancœur cruelle, change les règles du jeu et redéfinit l'idée même de force. Après ce bref appel, la cour reprend peu à peu sa respiration. Le quotidien tente de reprendre ses droits. Les rumeurs, les hésitations, les regards changeants. Tout cela n'a pas encore produit le grand mouvement attendu. Mais la ligne de faille est tracée. Brice devient plus nerveux. Il commence à multiplier les micro-provocations, comme un homme qui frappe à une porte déjà fissurée. Il fait des gestes plus grands pour masquer son tremblement. Ses amis se dispersent subtilement. Quelques-uns se persuadent qu'il exagère. D'autres prennent leur distance par prudence. Un par un, les soutiens les plus fragiles glissent. Ce n'est pas la chute dramatique d'un tyran, mais l'effritement progressif de son empire social. Et l'effritement est plus cruel, parfois, que la destruction nette, parce qu'il laisse la personne face à soi-même, devant la solitude de ses choix. Parallèlement, Maya consolide une autre stratégie, la documentation. Elle garde des captures des messages, prend des notes sur les incidents, catalogue les dates et les témoins. Julian lui apporte un classeur neutre, sans logos ni éclat. Il sait que la preuve n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être décisive. Les documents ne servent pas à humilier, ils servent à établir un récit crédible, à poser la vérité face à l'opinion. Maya prépare les pièces comme un artisan assemble une horloge. Chaque élément compte, et l'ensemble fonctionnera si on le présente au bon moment. Il y a des moments d'échange entre elle et Julian qui sont d'une simplicité presque sacrée. Ils marchent parfois le long d'un parc après le dîner, sans parler, seulement en écoutant la ville. Il lui apprend à reconnaître la tranquillité non pas comme une récompense mais comme un outil. Parfois l'air doit passer avant l'orage, dit-il. Sinon tu t'épuises à lutter contre le vent. Son enseignement est pragmatique, et Maya l'absorbe. Elle sait qu'elle doit garder des ressources. Énergie, preuve, alliance, pour la journée où tout se dévoilera. Dans le lycée, d'autres histoires secondaires se trament. Une élève qui a autrefois souri à Brice commence à le fuir, redoutant d'être associée à lui. Un enseignant, fatigué des conflits, propose discrètement un groupe de discussion sur le respect. Les petites manœuvres prennent de l'ampleur.
Rien n'est encore déterminant, mais l'ère a changé. La société microcosmique de Clearview sent la possibilité d'une nouvelle norme. C'est là, dans ces gestes discrets, que le pouvoir de Maya prend forme. Il ne se nourrit pas d'un effet spectaculaire, mais d'une accumulation de petits renversements. Brice, pendant ce temps, fait des erreurs que la patience lui aurait évitées. Un message envoyé à la mauvaise personne, une plaisanterie mal calibrée devant un élève prêt à témoigner. Des choses qui, prises isolément, ne suffiraient pas, mais qui assemblées commencent à dessiner un portrait. Il n'y a pas d'exultation visible chez Maya quand ces erreurs surviennent. Elle les note, elle les classe, elle attend le moment propice. Sa stratégie est une patience active, non une passivité résignée. Une après-midi, alors qu'elle sort du lycée, un groupe d'élèves s'est rassemblé autour du parking. Brice y est, plus blafard que d'habitude. Le mouvement est étrange. Il est comme un prédateur inquiet, cherchant encore la pièce manquante à son puzzle social. Maya passe, le sac sur l'épaule, regarde droit devant elle. Quelqu'un lâche une remarque, un coup d'épée qui devait être précis, mais la réplique vient dans un murmure, presque imperceptible. « Tu sais qui je suis ». Le ton n'est pas de défi ni d'arrogance, c'est une information posée comme une pierre. Les autres retiennent leur souffle. La voiture arrive à nouveau, silencieuse et imposante, et le décor se fige. Les rumeurs se cristallisent en regard. Les soutiens se redessinent. Pour la première fois, Brice perçoit que sa place n'est pas immuable. Il tente de récupérer la face, de plaisanter, de hausser le ton, mais sa voix se brise dans les airs. Les élèves observent. Maya sent la fin d'une ère, mais elle sent aussi l'ouverture d'une autre. Elle sent qu'un pas décisif se profile. L'assemblage des preuves et la révélation publique de la vérité sur le comportement de Brice. Ce pas n'est pas encore posé. Le prochain acte est à la fois proche et incertain. C'est à ce moment précis, dans cette suspension, que la partie importante du jeu commence à se dessiner. Les pièces bougent, les alliances se réécrivent. Maya tient entre ses doigts la possibilité d'un renversement qui ne s'appuie ni sur la violence, ni sur la manipulation illégale, mais sur une mise au jour nette, froide et juste. Elle est prête à jouer sa main. Elle sait que le moment venu, il faudra faire face, non pas pour détruire, mais pour rendre justice au silence et à la continuité de son propre quotidien. Et pourtant, avant d'en arriver là, il faudra franchir encore quelques seuils, convaincre des témoins hésitants, ordonner les preuves pour qu'elles parlent d'elles-mêmes, accepter que certains ne changeront jamais et que la réputation, une fois altérée, ne reviendra pas intacte. Maya a compté les coups. Elle a décidé que la dignité valait plus que l'animosité. Sa décision n'est pas une vengeance, c'est une construction méthodique de vérité. La tension monte, les jours se mettent à parler d'eux-mêmes. Les gestes deviennent plus mesurés, mais l'air frémit d'une énergie difficile à contenir. Maya marche entre les drames minuscules et les grands mouvements, tenant sa propre histoire, prête à la montrer quand ce sera nécessaire, sans vouloir l'exposer plus qu'il ne faut. La cour du lycée respire, incertaine. Brice a perdu un peu d'un pouvoir qu'il tenait pour acquis. Les autres, hésitants, posent leur choix. Les pièces s'assemblent, mais la partie décisive reste à venir. Les jours qui suivent se déroulent comme une préparation silencieuse à un spectacle que personne n'a demandé mais que tous, d'une manière ou d'une autre, regardent en coin. Maya ne cherche pas l'applaudissement, elle cherche la clarté. Ses gestes deviennent des routines précises. Vérifier les dates, confirmer les témoins, imprimer des captures d'écran de messages déjà publics, demander à ceux qui ont vu certaines scènes s'ils accepteraient d'attester. Tout ceci est fait à la lumière du jour, sans ruse. Des conversations honnêtes, des copies d'écran transférées par des élèves qui ont décidé lentement que l'humiliation ne valait pas leur silence. Julian apporte parfois un café, mais il reste en retrait. Il aide à plier les feuilles, à écrire une lettre au conseil d'administration de l'école, à expliciter les étapes d'un signalement. Il sait que sa présence doit être discrète. Elle ne doit pas être l'argument principal. Maya refuse d'être réduite à l'enfant d'un nom célèbre. Pourtant, la responsabilité d'un père qui a connu la visibilité, il la porte avec douceur. Il s'assure que les démarches suivent les règles, que la direction est informée,
que rien n'est fait dans l'ombre. Au lycée, des petits signaux se multiplient. Une camarade qui avait ri s'approche un soir, tremblante, et confesse qu'elle a effacé des messages qu'elle aurait pu garder. Elle n'offre pas d'excuses grandioses. Elle offre des yeux qui cherchent une porte de sortie. Un autre, qui était habitué à observer sans s'engager, accepte de signer une attestation décrivant une fois où il a vu Brice pousser Maya. Ses engagements sont modestes, mais ils ajoutent des pierres à un dossier qui devient peu à peu indéniable. Maya ne veut pas transformer ses preuves en spectacle. Elle veut qu'elles servent à faire admettre la vérité. Elle propose à la direction une démarche méthodique. Auditionner les témoins, rassembler les documents, convoquer Brice et sa famille. Elle demande aussi une solution qui engage la communauté, pas seulement une punition individuelle. Le lycée est pris entre la nécessité de protéger ses élèves et la crainte du tumulte médiatique. Certains mamans et papas chuchotent, inquiets. D'autres se disent fiers que l'école prenne à bras-le-corps un problème ancien. Brice, lui, s'enfonce dans une nervosité visible. Ses gestes s'aggravent. Il lance des plaisanteries trop fortes dans les couloirs. Il tente de retrouver l'assurance d'avant dans des commentaires qui sonnent faux. Un de ses amis, sentant le vent tourner, refuse de partager une story qui l'aurait protégé. Le groupe se fissure. Ce qui frappe surtout, ce n'est pas la chute spectaculaire, mais la solitude qui succède au pouvoir. Ses rires ne trouvent plus d'écho sincère. Ses yeux cherchent des alliés qui ne sont plus disponibles. Le dossier que Maya rend à la direction est simple, propre, lourd de faits. Il contient des captures d'écran de messages postés publiquement, des notations de dates et d'heures, des témoignages écrits et signés. Rien d'illégal, rien d'intrusif. La vérité est une construction méthodique, pas une vendetta. Lors de la réunion, la directrice écoute sans couper, puis pose des questions précises. Elle convient qu'une procédure est nécessaire. Une enquête est ouverte. Il n'y a pas de projecteur médiatique, mais il y a une démarche officielle. Convocation, réunion avec les parents, heure d'orientation proposée. La sanction, si elle survient, sera décrite dans un rapport. Mais ce qui importe à Maya, c'est que le lycée admette qu'un système de pouvoir a fonctionné ici et qu'il doit être corrigé. La réaction collective ne se fait pas seulement dans une salle administrative. Elle se manifeste aussi, plus cruellement peut-être, dans l'espace public du lycée, la cantine, les couloirs, la cour. Un murmure court, puis se propage une volonté collective de ne plus applaudir l'intimidation comme une forme d'humour social. Quelques élèves commencent à dire, assez clairement, que le comportement de Brice est inacceptable. Ces mots sont simples, mais ils déplacent un monde. Le prix payé par Brice est lourd. Sa réputation, si elle n'est pas définitivement détruite, est désormais entachée par la reconnaissance de ses actes. Certains de ses soutiens s'éloignent par prudence, d'autres se sentent obligés de réfléchir à ce qu'ils ont encouragé. La scène clé, finalement, se noue autour du casier de Brice. Non pas comme une mise en scène macabre, mais comme un lieu où la vérité peut être lue. Maya et ses alliés ne veulent pas humilier. Ils veulent rendre visible ce qui a été caché derrière les rires. Avec l'accord de la direction, plusieurs documents publics sont affichés près du casier. Extraits publics de messages, témoignages datés, une chronologie claire des incidents. C'est une mise en lumière organisée, encadrée par l'école pour éviter la dérive. Les élèves passent, lisent. Certains se détourneront la tête, d'autres resteront bouche bée, en train d'assembler les pièces qu'ils n'avaient jamais voulu voir. Brice tente d'arrêter le mouvement. Il se rue vers l'affichage, tente de déchirer une feuille, mais il est arrêté par un surveillant, et la tension monte. Il crie, puis se tait quand il reconnaît que ses gestes ne font qu'enfoncer sa position. Le cœur de la scène réside dans un fait simple. Quand la communauté lit, collectivement, les preuves de son propre fonctionnement, elle ne peut plus prétendre à l'ignorance. Brice se retrouve face à ses propres mots, à ses propres comportements. Il y a un élément de honte, mais aussi un élément d'incrédulité. Il a appris à manipuler l'espace social par la peur. Il n'avait pas prévu d'être observé à la lumière crue de ses actes. La chute sociale qui suit n'est pas une fête silencieuse pour Maya. Elle la regarde avec une réserve émotionnelle étonnante pour qui ne la connaît pas. Elle a appris, dans ses nuits, que la justice rendue
n'est pas la même chose que la vengeance consumante. Elle ressent plutôt un relâchement. La pression qui pesait sur ses épaules commence à diminuer parce que la source de cette pression est affichée et contestée. Les amis de Brice sont forcés de s'expliquer. Certains s'excusent, d'autres se contentent d'un mutisme gêné. Quelques-uns décident d'agir, rencontrer Maya, écouter, comprendre. D'autres quittent à l'école, littéralement ou symboliquement, en changeant de groupe, en réduisant les interactions. La directrice annonce des mesures. Suivi pour les élèves victimes, entretien pour ceux qui ont agressé, atelier sur le respect et les limites, et un processus disciplinaire respectant les règles de l'établissement. Elle dit aussi quelque chose d'important, que l'objectif n'est pas de détruire une personne, mais de reconstruire un lieu sûr. La ligne est ténue, mais nécessaire. Brice se voit proposer un accompagnement psychologique, une sanction proportionnée, et l'obligation de participer à des ateliers de réparation. Ce n'est pas une solution miracle, mais cela met en mouvement quelque chose d'indispensable. La reconnaissance que ces actes ont des conséquences et que la réparation nécessite un travail. La conséquence sociale la plus profonde n'est pas le silence autour de Brice, mais la libération progressive de ceux qui auparavant avaient subi et qui se taisaient par peur. Quelques-uns viennent parler à Maya, timidement. Une élève dit « Je ne savais pas comment t'aider » et Maya répond « Tu es déjà en train d'aider en te tenant ici. » Les mots ne règlent pas tout, mais ces petites confessions tissent une nouvelle trame sociale qui ne dépend pas d'un tyran pour exister. Le petit empire de Brice se délite parce que ses méthodes ne trouvent plus d'écho moral. Pour Brice, le chemin est plus long et plus intérieur. Privé de son public, il doit affronter des sentiments qu'il n'a jamais voulu regarder. Honte, regret, peur de l'irréversibilité. Certains jours il s'enferme, d'autres, il suit les entretiens recommandés, mal à l'aise, puis surpris par la nécessité de parler. Personne ne promet qu'il sortira transformé d'un simple programme scolaire, mais l'état de fait est que la structure sociale qui lui permettait de dominer ne fonctionne plus comme avant. Sa solitude devient le miroir de ses choix. Maya, elle, n'exulte pas. Elle accepte des regards différents, des sourires qui n'ont plus la même nature. Elle retrouve, peu à peu, un espace propre. Elle se rend en cours sans anticiper une cascade de moqueries et accueille la nouveauté comme un objet qu'on examine avec prudence. Les journées reprennent une couleur moins lourde. Elle ne prétend pas que tout soit réglé. Il reste des cicatrices, des regards qui pèsent encore. Mais la vie quotidienne gagne en simplicité. Elle commence à sourire d'elle-même, pour elle-même, et non parce que quelqu'un le lui rend. La relation entre elle et Julian se stabilise dans cette nouvelle réalité. Il continue de jouer son rôle discret, offrant un ancrage sans écraser son autonomie. Un soir, il marche côte à côte, la ville s'étirant sous les lumières, et il dit « Tu as choisi la manière dont tu voulais être défendu. Ce choix te ressemble. » Elle répond sans grandiloquence « J'ai choisi d'être vivante après tout ça. Ce n'est pas la fin d'une guerre, c'est l'ouverture d'un après. » Le lycée, quant à lui, amorce des changements qui vont au-delà d'un seul cas. Des ateliers sur le respect et la déconstruction des dynamiques de groupe s'installent. Un petit groupe d'élèves crée une plateforme anonyme où chacun peut signaler des incidents non urgents, avec l'assurance d'un suivi. Ces dispositifs ne remplacent pas la nécessité d'un travail culturel plus profond, mais ils constituent des outils qui n'existaient pas auparavant. La communauté apprend, maladroitement mais sincèrement, que l'indifférence est complice et que le courage peut prendre la forme discrète d'une signature sur un document. Quelques mois plus tard, Maya entre dans la cour sous un soleil d'hiver moins mordant. Les couleurs sont plus douces. Des élèves qui autrefois détournaient les yeux la croisent et la saluent. Pas tous. La mémoire sociale est longue et certaines zones restent fragiles. Mais elle sent la liberté revenir, non pas comme une revanche, mais comme la possibilité de construire une vie où son identité ne sert pas de champ de bataille. Elle se surprend à rire à une blague, légère, partagée, sans arrière-goût amer. Brice, lui, est visible autrement, moins au centre, plus sur le bord d'un chemin qu'il doit réapprendre à parcourir. Il faut imaginer ses nuits plus longues, ses gestes plus réfléchis. Certains jours, il assiste aux ateliers, les épaules basses, et il écoute.
Peut-être qu'un jour il comprendra vraiment l'étendue des dégâts qu'il a causés. Peut-être que non. L'histoire est faite aussi de personnes qui prennent le chemin de la réparation, et d'autres qui restent marquées. La leçon que retient Maya n'est pas simple. Ce n'est pas que la célébrité d'un parent est une clé universelle, ni que la patience est une formule magique. C'est plutôt une combinaison de vérité, de stratégie et de solidarité. C'est l'apprentissage que la dignité peut être préservée sans renoncer à l'identité propre. Elle a utilisé la présence de son père comme une pièce dans un puzzle social, sans jamais laisser cette pièce devenir le tableau entier. Sa victoire, si on peut employer ce mot, tient davantage à la conservation de soi qu'à la chute d'un autre. Au fil des semaines, elle s'investit à petite échelle pour aider d'autres élèves à documenter leurs histoires, à clarifier leurs options. Elle participe à des discussions, pas en héroïne, mais en voix informée par l'expérience. Elle encourage l'idée que la responsabilité collective vaut mieux que la stigmatisation individuelle. Chaque geste de ce type consolide un peu plus l'idée que le lycée peut changer. Un soir, alors qu'elle charge son sac dans la voiture de Juliane, il lui demande d'un ton léger. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ?» Elle sourit, regarde le parking où la lumière joue avec l'asphalte, et répond « Continuez à être moi ». Il la prend dans ses bras, pas pour la protéger cette fois, mais pour la saluer comme une complice. La route devant eux ne promet pas l'oubli, mais elle promet une possibilité nouvelle, celle d'un quotidien que Maya choisit, pas qu'on lui impose. La vérité, finalement, a cette force discrète. Lorsqu'elle est bien posée, elle oblige les structures à se reconsidérer. Elle n'utilise pas la violence, elle oblige à la responsabilité. Maya l'a appris en tenant sa propre histoire avec une patience active, en refusant d'être réduite à un nom. Elle a exigé d'être traitée comme un être complet, et non comme une curiosité. Son histoire devient pour d'autres un exemple modeste. La preuve qu'on peut résister sans céder à la haine, que la justice peut être construite avec des faits et du courage, pas forcément avec des cris. Si cette histoire vous touche, partagez-la, ou dites-nous en commentaire comment vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez traversé une situation de harcèlement. Parler peut être le premier pas d'un changement.